Bonjour les troisièmes A. Donc on reprend en vidéo la correction du travail de préparation que vous avez fait sur Matin Brun. Donc vous aviez à lire cette nouvelle, vous aviez à d'abord travailler sur le paratexte. Donc ça je vous ai déjà envoyé la correction, enfin je vous l'ai déjà donné. Je vais quand même le reprendre rapidement ici. Paratexte, voilà. Donc, rapidement, la première de couverture, hein, l'importance de la couleur brune, qu'on a déjà dans le titre, mais qu'on voit aussi sur la couverture. Alors vous, à l'écran, elle apparaît un peu plus orange, mais c'est quand même vraiment brun. Et on le voit sur le fond ou sur le dessin. Quelque chose d'assez doux visuellement, mais qui va vite être repris par la croix qu'on a dessinée sur la couverture. On l'a aussi cette opposition dans le titre, où on a presque un oxymore entre le matin, qui est l'aurore, le début de la journée, donc plutôt la lumière, mais le brun qui est plutôt lié à l'obscurité et à la lumière descendante, un petit peu, on pourrait dire, à la fin de journée. Donc là, on a quelque chose qui relève de l'oxymore. Et puis surtout cette croix qui semble un peu une sorte d'interdiction, voire d'agressivité. Et on va le reprendre justement, alors à partir des hypothèses de lecture, je vais vite parce que maintenant que vous l'avez lu, c'est plus tellement d'actualité, mais quelque chose d'assez énigmatique, presque un peu poétique, hein, avec justement cet oxymore. Et pour autant, c'est vraiment difficile d'imaginer une histoire, un contenu. Et on ne voit pas très bien, peut-être même on n'a pas identifié à première vue la croix qui est sur la couverture. Donc vraiment difficile de se faire une idée de ce qui nous attend. En revanche, une fois qu'on prend la quatrième de couverture, avec le résumé, on a évidemment quelque chose déjà de beaucoup plus précis. On a donc l'histoire de deux amis, Charlie et son copain, donc c'est le copain, le narrateur, hein, qui vivent de façon banale mais un peu lâche dans un état totalitaire qui est l'état brun. Ce résumé, il en dit déjà presque trop. Enfin, moi, je trouve que cette nouvelle, elle se découvre plutôt au fur et à mesure de la lecture. Mais là, du coup, on va pouvoir voir la croix de la couverture un petit peu différemment. Et de même que la couleur brune, qui est forcément associée aux chemises brunes, hein, les SA nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on n'est plus du tout sûr du côté un peu doux, poétique qu'on avait vu au départ dans le titre. Donc une fois qu'on avait vu ça, donc ça vous l'aviez, hein, je vous l'ai mis en correction en pièce jointe dans le cahier de texte la semaine dernière, vous aviez à travailler, et c'est là ce qu'on va corriger ensemble aujourd'hui, sur l'incipit que je n'ai plus ici, donc il faut que je le rouvre. Je vais prendre tout ça. Voilà. Et je l'ai pas là. Hop, on va faire comme ça. Donc, pour l'incipit. Rappel de définition, donc ça c'est la feuille que vous aviez à remplir. Là c'est la correction que je vous ai envoyée du coup directement par le travail à faire. Donc la correction a dû vous parvenir. Je vais la remettre en pièce jointe, hein, comme ça c'est plus sûr, vous pourrez la récupérer. On rappelle que l'incipit c'est le début d'une œuvre, que ce soit le premier paragraphe ou les premières pages. En fait c'est ce qu'il faut, c'est le temps qu'il faut pour que l'histoire s'installe. En général, c'est la situation initiale. Hein. On présente la situation, on lance l'histoire et on cherche à accrocher le lecteur. L'incipit ici, on peut considérer qu'il va jusqu'à la page 3, ce qui est long par rapport à cette nouvelle très courte. Mais première question que je vous posais sur le fonctionnement de l'incipit, c'est qui sont les personnages. Donc évidemment, on a Charlie et le narrateur, qui sont les personnages principaux. Là-dessus, il n'y avait rien de très compliqué. Hein. Quand et où l'histoire se passe-t-elle? Donc sur le contexte, très peu d'indices précis, notamment temporel. On a tendance à penser que c'est au XXe siècle, vu ce dont il parle, mais il n'y a rien de très très précis. Et on sait que c'est à la terrasse d'un café dans une ville, mais là encore, justement, on va le voir après, très peu de détails. Et puis,
quoi, c'est-à-dire que se passe-t-il, quel est le message de ce qu'on nous raconte. Là, on reprend les éléments de la situation d'énonciation, hein, les questions qui permettent justement de cerner précisément n'importe quel texte, n'importe quel discours. Donc ce qu'il se passe, c'est la promulgation d'un décret national contre les animaux non bruns, qui sont censés être moins résistants que les bruns et qui se reproduisent trop et trop vite. Ça, c'est un petit peu le postulat de base, hein, c'est là-dessus que l'histoire démarre. Quelles impressions cet incipit vous laisse-t-il? Installe-t-il bien l'histoire? Celle-ci se lance-t-elle? Diriez-vous que la fonction d'accroche est remplie? Alors, oui, l'histoire se lance bien, mais c'est ce qu'on disait, il y a très peu de détails. C'est du coup un récit qui va être vraiment universel, c'est-à-dire que ce propos, il concerne tout le monde, en tout temps, n'importe où. On cherche vraiment à faire une histoire qui peut parler à n'importe quel lecteur. Et c'est le but justement de ce récit. La fonction d'accroche, à mon sens, elle est remplie, hein, parce qu'après ces 3 premières pages, le lecteur il se demande quand même quelles seront les prochaines restrictions. On voit bien qu'il y a une progression qui se met en place déjà. Après les chats, c'est les chiens. Donc ça, on va le reprendre juste en dessous. Donc forcément, le lecteur, une fois que ça s'est lancé, je pense vu qu'en plus le récit est très court, on a quand même envie de continuer pour savoir jusqu'où ça va aller. Donc l'état brun et ses manifestations. Alors le décret en premier, ce décret de loi, que stipule-t-il? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il donne comme règle? Comment est-il justifié? Qu'en pensez-vous? Donc il stipule l'interdiction de tous les animaux, d'abord les chats puis les chiens, qui ne sont pas bruns. Ceux-ci doivent être euthanasiés. Cette décision elle est justifiée par la surpopulation des animaux domestiques. Et d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Ça, vous le retrouvez dans la page 2, que je vais reprendre ici. Voilà, vous avez ici... donc dans le dialogue entre les personnages, on apprend justement que c'est pour les chiens comme pour les chats, puisque Charlie a dû faire euthanasier son chien. Alors que le narrateur, peu avant, avait dû faire euthanasier son chat. C'est ce qu'il explique ici. Et puis, ce passage-là, on va le voir un peu plus en détail. C'est la narration qui reprend, hein, après le dialogue. Et ce narrateur, c'est un narrateur interne, hein, c'est le personnage qui raconte son histoire. Il dit justement, c'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les ministres de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat, et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire, on s'était quitté mais avec une drôle d'impression, comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Donc ce point de vue interne, il est intéressant, hein, justement parce que ce personnage va raconter ce qui est en train de se passer. En même temps, on a un peu son point de vue, mais pas complètement parce qu'il dit pas grand-chose. Mais quand même, on va voir l'histoire à travers ses yeux et surtout, on va avoir quand même un peu son ressenti. Alors ici, justement, on a ce qu'on appelle un argument d'autorité. Là, donc on a relu ce passage, je vais le reprendre dans la correction. Donc la décision promulguée par le décret de se débarrasser de tous les animaux non bruns est justifiée par la surpopulation des animaux domestiques et ce que disent les scientifiques de l'État national. Cette caution scientifique semble légitimer le décret. C'est un argument scientifique qui semble irréfutable. Il est fondé sur l'expérience et les recherches, il apporte des preuves tangibles, logiquement. Ce qu'on voit page 2.
c'est ce qu'on appelle, ce que je vous disais, un argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est quand on fait appel à une autorité qui rend l'argument indiscutable, en tout cas en apparence. C'est-à-dire que plutôt que de chercher un argument soi-même, ou en tout cas à justifier une idée ou une position, on va dire que quelqu'un de plus connu ou de plus respecté l'a déjà dit avant nous. Et cette figure d'autorité, on s'y réfère, on se met un petit peu sous sa gouvernance en quelque sorte, et donc c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Pourtant, si on y regarde bien, c'est pas vraiment recevable. La couleur de l'animal, a priori, n'a aucun lien avec sa santé ou son comportement. Donc c'est une forme de discrimination qu'on pourrait clairement contester, car elle est complètement arbitraire, et ce décret, du coup, semble dangereux et injuste. La question qu'on peut se poser, c'est justement, est-ce que les habitants s'en rendent compte ? La question que vous aviez à traiter après, c'était celle-ci, les réactions des habitants, à partir du milieu de la page 2, donc après le dialogue, c'est-à-dire le passage que je viens de relire. Comment le narrateur réagit-il ? Comment justifie-t-il sa réaction ? Qu'en pensez-vous ? Ce qu'on a vu, c'est qu'il ne semble absolument pas remettre en cause le décret. Il l'intègre même à son discours, celui des scientifiques, qu'il accepte sans aucune remise en question ou distance critique. Les scientifiques de l'État national disent ça, donc c'est comme ça. Il a complètement assimilé ses propos, les propos des scientifiques, il les fait siens en quelque sorte, et il n'exprime que de légers doutes. On a à 2 reprises, sans doute raison, sans doute vrai, à la page 3. Ça, c'est ce qu'on appelle un modalisateur, c'est-à-dire que ça va moduler un petit peu, ça va modérer le propos, et ça peut être à une intensité plus ou moins importante. Ici, il a sans doute raison, c'est sans doute vrai, c'est-à-dire que quand même, il ne le présente pas comme quelque chose de vrai et d'irréfutable, mais presque. Après avoir exprimé une légère surprise, le narrateur accepte complètement le discours officiel de l'État. Il ne semble pas en mesure de se révolter. Soit parce qu'il ne le peut pas, soit parce qu'il ne le veut pas, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas, il accepte ce qu'on lui impose. Pour l'identité de l'État brun, il fallait relever 3 indices qui nous donnent quelques renseignements sur cet État. Il y en a peu des indices, on parle très peu de l'État brun, on comprend en revanche qu'il est totalitaire. D'abord, les scientifiques de l'État national. Dit comme ça montre justement que cette autorité scientifique, elle est indiscutable et qu'elle est aussi sous l'emprise de l'État. Autre chose peut-être plus parlante pour vous, c'est les milices de la ville. Évidemment, les milices, quand on utilise ce terme-là pour parler d'une force armée, ça fait tout de suite penser à quelque chose de très autoritaire et de totalitaire. Les milices, c'est en général la force armée des dictatures, comme ça a été le cas, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit aussi, on parle des exécutions sommaires, complètement arbitraires, des animaux. Donc on retrouve ici les caractéristiques d'un État totalitaire et policé, c'est-à-dire qui marche avec la force. La présence des décisions arbitraires, la milice et les exécutions indiquent la dangerosité de ces pratiques. Quelque chose que nous, on voit tout de suite comme potentiellement dangereux. En revanche, le narrateur, les habitants n'ont pas l'air de le ressentir et de le vivre comme ça. Ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, vous allez le faire directement sur votre cahier de brouillon, c'est pas utile de me renvoyer ce travail-là, on va le reprendre en fin de semaine. C'est dans les pages qui suivent, donc il n'en reste pas tant que ça, vous avez vu que là, les décrets qui se mettent en place, qui sont imposés par l'État totalitaire, l'État brun, c'est d'abord exécution des chats non bruns, puis des chiens non bruns. Vous allez compléter le tableau avec toutes les règles qui sont imposées peu à peu par cet État brun. Tous les décrets qui sont pris et ce qui va changer dans la vie des personnages. Donc au fur et à mesure des pages, vous notez donc page 4, page 5, ce qui arrive, les nouvelles règles imposées par l'État brun. Et justement, une fois que vous aurez relevé tout ça sur les 7 pages, les 8 pages qui restent, on verra justement comment ça évolue.
à partir de ce décret sur les chats et les chiens, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui est imposé aux habitants et quelle tournure ça prend surtout. Donc, je le remettrai en explication très très brève dans le cahier de texte, mais vous faites un tableau de brouillon avec les premières... Vous pouvez le mettre à la suite de votre cours, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas noté la séance vraiment sur Matin Brun, parce qu'on fait tout un tas de choses, mais qui rentrent dans cette séance, donc vous le rangez au fur et à mesure dans votre cours, hein, les questions que vous avez faites, la correction que j'ai apportée, vous mettez le texte avec. Si vous ne l'avez plus, vous retournez dans le cahier de texte et vous le retrouverez. Alors ça a été un peu modifié, j'espère que... Parce que comme avec les 5e, on a repris sur un projet particulier, si je me mets à votre classe, on doit... Normalement, vous pouvez le retrouver le jour où je vous l'ai donné, c'est-à-dire... Là, je crois. Non, ça c'était sur Linkipit. Donc c'était la semaine d'avant. Vendredi 29. Consultez la séance. Et là, vous avez donc le travail du jour et dans les pièces jointes, tout le texte. Donc vous le reprenez. Et si vous l'avez imprimé, vous le mettez dans votre classeur. Si vous travaillez directement sur l'écran, vous savez que vous l'avez là. Mais je vous conseille de l'enregistrer pour pouvoir le récupérer plus facilement. Et puis tout ce qui est fait au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à le noter à chaque fois. Quand vous faites un brouillon, un travail, vous le mettez dans le classeur. Et on fera en séance vraiment simplement une petite synthèse de tout ça. Donc pour le moment, un tableau dans lequel vous listez en quelque sorte toutes les nouvelles lois, les nouvelles restrictions imposées par l'État brun. Vous mettez à chaque fois l'interdiction nouvelle et puis là où vous l'avez trouvé dans le texte, vous citez le passage qui correspond. Et on reprendra ça alors en fin de semaine. D'ici là, j'espère que l'emploi du temps aura été rétabli parce que justement avec les modifications faites pour les 5e, j'ai plus de créneau avec vous sur le vendredi. Donc normalement ça devrait être remis pour que je puisse justement vous donner la suite. Alors on verra aussi comment on va fonctionner puisqu'il y a une petite partie d'entre vous qui est retournée en cours. Mais les cours de français pour les 3e, c'est pas moi qui les fais, c'est ma collègue. Donc je vais me coordonner avec elle pour voir ce qu'elle fait et est-ce qu'elle vous le propose à vous aussi, à faire en distanciel. Dans ce cas-là, si on fonctionne comme ça, soit je vous ferai suivre son travail, soit elle vous le donnera directement si c'est rendu possible sur l'ENT. Pour le moment, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, moi, je garderai une fois par semaine, du coup, au lieu de 2 si vous avez autre chose à faire. On terminera ce travail sur Matin Brun. Donc je ne sais pas encore trop comment on va s'organiser, je vous le redirai de façon plus précise, je pense d'ici la fin de semaine, ou plus tard en début de semaine prochaine, pour que vous sachiez comment on s'organise sur les dernières semaines de cours. Et bien, travaillez bien, normalement il n'y a pas énormément de choses à faire, et on reprend ça ensemble en fin de semaine. Bonne journée!